Au Nigeria, le groupe islamiste armé Boko Haram continue de semer la terreur dans le nord du pays. Pendant ce temps, les différentes chapelles politiques se préparent pour l'élection présidentielle. Après une année de guerre civile au Soudan du Sud, les Nations Unies espèrent mettre fin à la violence dans ce pays. Pendant ce temps, l'ONG internationale Human Rights Watch craint le pire. Le redressement des systèmes sanitaires des pays ravagés par le virus Ebola coûtera des millions de dollars et prendra plusieurs années. Il s'agit d'une estimation des ministres de la Santé africains. Bonsoir à tous. Ouvrons cette édition par l'attentat à la bombe piégée qui a tué une trentaine de personnes hier jeudi sur un marché de la ville de Jos dans le centre du Nigeria. Cette attaque, selon le gouvernement de l'État qui en a été le théâtre, serait l'œuvre du groupe islamiste Boko Haram. Reportage. Au moins 31 personnes ont été tuées jeudi dans un double attentat à la bombe à Jos, une ville du centre du Nigeria. Les explosions ont eu lieu sur un marché de Jos, près d'une station de bus, où une attaque du même type avait tué au moins 118 personnes en mai dernier. Au dire de Pam Ayuba, porte-parole du gouverneur de l'État du Plateau, dont Jos est la capitale, on dénombre 31 corps qui ont été découverts. Mais les secouristes sont sur les lieux et le bilan pourrait s'alourdir. Nous avons eu 2 explosions au terminus de bus et dans un délai très rapide, nous nous sommes mobilisés pour mettre en place les opérations de secours. Dès que ça s'est passé, des personnes ont été emmenées dans différents hôpitaux. Nous essayons de les regrouper avant de faire un bilan. Nous travaillons encore et comme vous pouvez le voir, de nouvelles victimes arrivent. Située à la frontière du sud chrétien et du nord musulman du Nigeria, la ville de Jos a été visée plusieurs fois par des attaques du groupe islamiste Boko Haram. Mercredi, 11 personnes ont été tuées lors de l'attaque d'une ville isolée du nord-est du Nigeria et une fillette a été arrêtée avec une ceinture d'explosifs à Kano dans le nord. Il faut dire que les attaques incessantes des insurgés du groupe islamiste Boko Haram dans le nord du Nigeria continuent d'occasionner des milliers de déplacés. Majoritairement, il s'agit des femmes et des enfants. Sans quitter le Nigeria, ils arrivent toutefois à trouver un lieu d'accueil. Yola, la capitale de l'État d'Adamawa, jusqu'à présent en état d'urgence, se révèle pour l'instant être le cadre le plus sécurisant pour ces déplacés. Les images. Derrière ces grilles, plusieurs centaines de Nigérians ont trouvé refuge. Installés dans ce camp à Yola, dans le nord-est du Nigeria, ils ont tous fui leur village pris d'assaut par les insurgés de Boko Haram. Rebecca est arrivée ici il y a un mois. Boko Haram a tué 2 de ses 4 enfants. Ces 3 dernières années, nous avons souffert des attaques des insurgés. Récemment, nous avons été chassés de notre village. Nous avons couru à travers la brousse pour arriver dans ce camp. Ils ont tué beaucoup de monde et brûlé nos maisons. Dans le camp, les conditions sont précaires, mais la sécurité est là. Les villes tenues par Boko Haram sont à une centaine de kilomètres et Yola n'a jamais été visée par le groupe islamiste jusqu'à présent. Dans le dortoir des hommes, l'épuisement est palpable, l'avenir incertain. Ayuba vendait des bibles à Moubi. Il a fui quand il a vu l'armée battre en retraite face à Boko Haram. Les militaires à Moubi ne pouvaient pas nous défendre. Après l'arrivée de Boko Haram, les militaires nous ont abandonnés. Ils sont partis. C'est pourquoi tout le monde a quitté Moubi. Près de 400 000 déplacés ont rejoint Yola et ses environs. Pour leur venir en aide, des ONG et les communautés religieuses s'organisent. À la cathédrale de Yola, une distribution de vivres est organisée chaque semaine. Sur une base hebdomadaire, nous invitons ceux qui vivent ici avec leurs familles et leurs amis à venir chercher de la nourriture. Cela leur permettra de nourrir une famille de 5 personnes pendant une semaine. Tous ces déplacés attendent avec impatience de pouvoir rentrer chez eux, mais l'armée nigériane n'arrive toujours pas à mater le groupe islamiste. Les violences ont jeté sur les routes plus d'1 500 000 personnes et près de 13 000 sont mortes depuis le début de l'insurrection en 2009. Restons au Nigeria pour dire que le président sortant Goodluck Jonathan, candidat à sa propre succession pour la présidentielle de 2015, connaît depuis hier son principal rival. Il s'agit de Muhammadu Buhari, candidat du Congrès progressiste APC.
La Convention nationale, la 3e du Congrès progressiste et PICI, principal parti de l'opposition, a une nouvelle fois propulsé au devant de la scène Muhammadu Buhari. L'ancien homme fort du pays, entre 1983 et 1985, a remporté les primaires du parti à une très large majorité. 3430 voix sur les 7214 suffrages exprimés, contre seulement 954 pour son principal rival, l'ancien vice-président Atiku Abubakar. Une 4e aventure de fête à la course à la présidentielle pour Muhammadu Buhari. Je n'ai pas été nommé candidat parce que je suis mieux que tous les autres candidats. Je le vois comme un hommage et une marque de confiance pour porter le flambeau de l'Union pour sauver notre cher pays, le Nigeria, des mains de ceux qui l'ont conduit dans l'état actuel d'insécurité, de pauvreté, de division sectaire et de désespoir. Sectarian divide and hopelessness among our people. Le 14 février, Muhammadu Buhari, ce musulman du Nord, fera donc face à son rival de 2011, le président sortant Goodluck Jonathan, chrétien du Sud, éclaboussé ces derniers temps par plusieurs scandales et une insécurité persistante dans le nord-est du pays. La bataille s'annonce d'ores et déjà serrée, mais aussi très tendue. Après une année de guerre civile au Soudan du Sud, la nation la plus jeune du monde, la directrice de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud espère mettre fin à un héritage de violation des droits de l'homme dans le pays. Pendant ce temps, l'ONG internationale Human Rights Watch craint le pire. Quand j'ai accepté de devenir la représentante spéciale du secrétaire général au Soudan du Sud, j'avais conscience que les défis qui m'attendaient en tant que directrice de la mission Nations Unies au Soudan du Sud seraient impressionnants. Mais je dois admettre qu'après 3 mois, rien ne m'avait vraiment préparé à voir les souffrances immenses et quotidiennes du peuple du Soudan du Sud depuis qu'un conflit créé par les hommes et donc entièrement évitable a commencé il y a 1 an dans les rues de cette ville. Nous reconnaissons que la responsabilité est un problème grave au Soudan du Sud, un héritage d'impunité pour de graves violations humanitaires dont le passé a contribué à la crise actuelle. Cela doit cesser, et cela doit cesser maintenant. Ce n'est pas qu'un simple manque de volonté politique, semble-t-il, qui fait qu'il n'y a pas encore la paix, mais il y a eu un manque total de volonté politique ou de volonté des deux côtés pour retenir les forces et faire fonctionner cela, pour faire de sérieux efforts, pour mettre fin aux abus contre les civils et pour démarrer une vraie enquête sur ce qui est arrivé. Nous devons craindre le pire. Nous devons craindre de voir les abus continuer et nous allons continuer de voir une division très dangereuse et vraiment effrayante entre les 2 plus grands groupes ethniques du Soudan du Sud. Le redressement des systèmes sanitaires des pays ravagés par le virus Ebola coûtera des millions de dollars et prendra plusieurs années. Ces propos ont été tenus depuis le siège de l'Organisation mondiale de la santé à Genève par des ministres de la santé africains dans une déclaration conjointe. Reportage. Comment reconstruire les dispositifs de santé des pays les plus affectés par le virus Ebola? C'est dans l'idée de remédier à cette préoccupation que s'est tenue à Genève une rencontre d'échange entre des experts internationaux et les ministres de la Santé de la Sierra Leone, du Libéria et de la Guinée. La propagation rapide de la maladie peut s'expliquer non seulement par un manque d'infrastructures adéquates, mais également par un manque de formation du personnel médical et par une prise de conscience tardive de la population des dangers encourus. Grosso modo, l'épidémie doit s'apporter à la faiblesse des systèmes sanitaires africains. De certains districts où on n'a pratiquement qu'un seul infirmier ou un aide-soignant qui n'a pas du tout la formation requise pour prendre en charge les cas liés à la prise en charge des épidémies. Donc il faut au moins une préparation de minimum 5 ans. Et le budget, il faut aller autour de 300 millions de dollars.
Du côté de la Sierra Leone et du Libéria, le diagnostic est similaire. Les regards sont tournés vers la communauté internationale pour financer la construction de services de santé robustes. Nous avons aussi des contraintes logistiques. Je peux sans doute compter sur les doigts de ma main le nombre d'ambulances que nous avions au début de l'épidémie pour une population de 6 millions de gens avec des conditions de terrain aussi compliquées que les nôtres. Nous savons tous que nous avons un manque aigu d'aides-soignants, donc nous allons prioriser la formation et vraiment développer notre ressource humaine dans la santé pour essayer de renforcer nos institutions de santé. Les responsables de l'Organisation mondiale de la santé reconnaissent les responsabilités de la communauté internationale dans cette flambée épidémiologique à laquelle a assisté le monde entier. Les ministres ont tous tenu à saluer le travail remarquable effectué par les personnels de santé dans la lutte contre Ebola, qui ont payé un lourd tribut avec au moins 343 décès depuis l'apparition de la maladie. Les conditions de la libération de Serge Lazarevich, dernier otage français dans le monde, suscitent la polémique au Mali, pays où il a été détenu pendant plus de 3 ans. Des organisations de défense des droits de l'homme critiquent le fait que le présumé terroriste comme Mohamed Ali Ag Wadoussen, qu'elle présente comme organisateur principal de l'enlèvement, ait été libéré en échange de l'otage français. Suivant à ce propos les explications de Mokhtar Mariko, il est le président de l'Association malienne des droits de l'homme. Un otage a été libéré, nous ne pouvons que nous en réjouir. Mais seulement si les conditions qui ont entouré le contour de cette libération, qui nous ont un peu choqués et qui nous ont un peu indignés. Indignés en ce sens que il ne devrait pas avoir d'échange entre Serge Lazarevich et un terroriste présumé, et surtout quand on sait que toute la communauté internationale se mobilise et le Mali se mobilise pour lutter contre le terrorisme. Et Wadoussen, malgré les crimes qu'il a commis, de doubles crimes, prise d'otage, assassinat d'un gardien, tentative d'évasion, et malgré tout ça, il est libéré. On lutte contre des gens, on les appréhende et on les libère. Au nom de quelle loi, au nom de quelle justice? La ville de Hong Kong a retrouvé son fonctionnement habituel avec un flux continu de véhicules sur sa principale autoroute urbaine. Ceci après l'évacuation des manifestants pro-démocratie. Ces derniers, faut-il le rappeler, occupaient le cœur de l'ancienne colonie britannique depuis plus de 2 mois. La police a démantelé les barricades, détruit le village de Tente et interpellé plus de 200 manifestants restés sur le principal campement du mouvement qui coupait 9 voies reliant l'est à l'ouest de l'île de Hong Kong depuis la fin du mois de septembre. Cette opération menée jeudi sans violence par des centaines de policiers dans le quartier d'affaires d'Admiralty, près du siège du gouvernement, met fin à une crise politique sans précédent depuis le retour en 1997 de Hong Kong dans le giron de la Chine après 155 ans de présence britannique. Le calme est revenu et les routes ne sont plus bloquées. Les protestataires, dont une majorité de lycéens, d'étudiants et de jeunes travailleurs, réclament l'instauration d'un véritable suffrage universel et contestent la présélection par Pékin des candidats au poste de chef de l'exécutif local. Les autorités chinoises n'ont fait aucune concession sur le fond de leurs revendications, mais les manifestants ont promis de poursuivre leur combat sous une autre forme. Certains, cependant, ne cachaient pas leur amertume vendredi face à l'échec des manifestations qui bénéficiaient d'un fort soutien de la population, mais ont fini par lasser les habitants obligés de passer des heures dans les transports en commun. Benny Tai, le chef de file du groupe Occupy Central, qui, le premier, avait lancé l'idée d'occuper des quartiers stratégiques, a rejeté lui aussi la perspective de sit-in dans un proche avenir. Fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur Sika.